Budget 2022. Avec 10 milliards de dollars, possible de penser désormais développement de la RDC. État de siège, comment analyser l'attitude des députés nationaux du Nord Kivu et des Littoris qui demandent la fin de ce régime d'exception. Manifestation du bloc patriotique, que doit faire le pouvoir pour recréer le consensus. Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Myriam Massengo, vice-présidente de la Ligue de femmes de l'UDPS. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. 10 milliards de dollars américains, c'est le chiffre de la semaine qui s'achève. C'est également le montant contenu dans la loi de finances 2022, jugé recevable et envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Certains diront enfin, voilà un budget à la hauteur ou qui se rapproche de la grandeur de la RDC, mais d'autres diront le diable loge dans les détails. Et il sera beaucoup question des détails du budget des Warriors tout au long de cette émission. On essaiera de comprendre par exemple pourquoi, alors que le président ne cesse de professer la revanche du sol sur le sous-sol, le budget du gouvernement Sama alloue 4,2% à l'agriculture et à l'élevage. Comment expliquer aussi, alors que tous disent que la sécurité, surtout à l'Est, est la priorité des priorités, que l'État n'alloue qu'un peu plus de 3% à la défense, s'agissant justement de la lutte contre l'insécurité dans le Grand Kivu. Les élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ne veulent plus de l'état de siège. Raison: il n'y a pas d'avancée, déficit de résultats sur terrain. Alors, comment juger, analyser cette attitude des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu? Et enfin, bloc patriotique, sit-in, marche. Le pouvoir va-t-il fléchir? Quel mécanisme pour recréer le consensus et d'assurer un processus électoral apaisé? Merci de nous rejoindre dans votre débat du week-end, le débat au féminin qui reçoit pour vous ce soir. Et c'est un réel plaisir pour moi de recevoir un nouveau membre de la Ligue de femmes de l'UDPS. Je reçois Myriam Massengo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Odia. Avocate au barreau du Congo central, 7e vice-présidente en charge de questions juridiques et administratives au sein de la Ligue de femmes de l'UDPS. Tout à fait. La présidente, c'est Madame Christine Manzoni. Manzoni, nouvellement intronisée. Je crois hier ou jeudi, elle était déjà à la FUNA. Elle a répertorié les dames. J'étais même là. Voilà, pour éviter les doublons. Comment ça se passe au niveau de la Ligue maintenant qu'il y a une nouvelle dynamique, de nouveaux visages? Comment ça se passe? En tout cas, la Ligue des femmes, IDPS, se passe très bien. Une nouvelle configuration de la Ligue des femmes, et dans l'idée de faire fonctionner la Ligue des femmes comme il se doit. Et nos autorités du parti, là je cite Jean-Marc Kabound, et le président Jean-Marc Kabound, et notre CG, la maman de l'IDPS, je cite Kabouya Mwanabouté, et ils ont les soucis de faire fonctionner normalement l'IDPS parce que ça fait longtemps, depuis la nomination de notre ancienne présidente Denise Lupetou dans les institutions, il y avait un vide là. On fonctionnait avec l'intérim de la maman Manson. Il fallait maintenant formaliser la Ligue des femmes en nommant les femmes capables pour conduire la Ligue des femmes. Alors c'est ce qui s'est passé. On a maintenant une Ligue des femmes bien structurée, bien formée, et pour avancer la Ligue des femmes. Je remercie aussi en passant le SG. Augustin Kabouya, qui m'a vraiment aidé, qui m'a facilité d'ailleurs, qui m'a donné les contacts. Il a dit, il y a des femmes compétentes à l'UDPS. Élisée, faut peu vous en faire. Vous aurez des femmes, de plus en plus des femmes de l'UDPS dans votre émission. Vous êtes, donc je disais, avocate au barreau du Congo central. Vous êtes au sein de la Ligue de femmes de l'UDPS. Vous êtes épouse et mère. J'aime parfois insister sur ce côté épouse et mère des différentes femmes que je reçois sur mon plateau. Justement parce qu'on aime dire qu'il faut faire tomber certains clichés comme quoi on peut pas être femme, mère et faire de la politique. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? En tout cas, Madame Élisée, cette question me renvoie aux articles 14, 15 de la Constitution. Parce que là, c'est un droit qui nous reconnaît par la Constitution de la représentativité des femmes.
et cette représentativité équitable des femmes dans les institutions nationales, provinciales et locales. Donc, les femmes doivent se retrouver et doivent se représenter dans ces institutions pour faire promouvoir et pour faire avancer aussi la politique, parce que la présence de la femme dans la politique a vraiment l'importance vraiment capitale. Parce que, étant une mère, nous sommes appelés à gérer la famille. Et dans cette gestion-là, nous avons appris de l'expérience. Moi, je me dis, si une femme qui sait vraiment bien gérer sa maison, bien gérer son mari et ses enfants, s'il s'engage dans la politique, je pense qu'il va le faire très bien, plus que même les hommes, parce qu'il a déjà la notion de gérance au sein de sa famille. Aujourd'hui, les femmes se reculent. Là, mais je suis en train de me dire, ils ont un devoir, parce que les droits nous reconnaît de faire la politique et de s'engager dans la politique. Les femmes ont le devoir de travailler d'arrache-pied pour donner les meilleurs d'elles-mêmes, afin de participer dans la chose publique, pour amener l'amélioration dans la politique. Nulle part ailleurs, vous avez entendu parler des seigneurs de la guerre, d'une femme qui s'engage à la guerre, non. C'est seulement les hommes. Cela témoigne que la femme peut bien gérer la République, parce que en elle-même, en elle seule, elle arrive à mettre au monde plusieurs enfants et à les gérer. Même si tous les hommes que vous voyez ici dans notre pays, dans des institutions, les présidents, les ministres, sont d'une femme, quelque part. Et ils ont acquis l'éducation à partir de cette femme-là. Alors dire que la femme a peur d'affronter la politique, pour moi, j'ai dit non, il faut l'encourager. Encourager la femme à embrasser la politique, à s'impliquer dans la politique pour amener le meilleur d'elle-même, pour que les choses aillent de l'avance. Voilà, il faut dire que depuis la lutte de l'UDPS, ça a été marqué. On a vu plusieurs femmes accompagner l'UDPS dans sa lutte depuis l'époque du père. Les femmes étaient au devant de la scène pour essayer d'accompagner cette lutte de l'UDPS que l'UDPS a menée depuis 37 ans. Mais certains diront, Madame Myriam Massengo, comment vous faites pour jongler, je peux dire, entre votre vie professionnelle, votre vie au niveau du foyer, votre vie politique? Est-ce que ce n'est pas un peu trop, là? Est-ce que vous n'êtes pas tenté de délaisser un côté pour essayer de magnifier l'autre? Est-ce que ça peut bien se passer? En tout cas, Madame Élisée, je vous dis que ce n'est pas aussi facile. Là, je ne dois pas me voiler la face. C'est pas facile d'être femme et de faire la politique, parce que, tel que vous venez de l'évoquer, on a les foyers que nous gérons, on a la politique, on travaille aussi, tel que moi que je vous parle, je travaille. J'ai mon foyer, je suis femme mariée, mère de 2 enfants, et puis je fais la politique. C'est pas facile. Comment vous faites? De bien se répartir dans ces 3 choses-là, et c'est au quotidien. Je sais que je vis. Donc je dois maintenant me discipliner à répartir, à faire répartir mon temps. Vous voyez, c'est pourquoi l'État, partout ailleurs d'ailleurs, on protège plus la femme à cause de cela. Parce qu'une femme, il a d'abord le statut d'une mère, et il est appelé à gérer son foyer, à mettre au monde, et à aller chercher encore pour ses enfants, et elle s'embrasse aussi à la politique. C'est un être qu'il faut protéger à tout prix. Voilà pourquoi, vous voyez, la loi nous donne cette protection-là, aux articles 14, 15 de la Constitution. Et il dit même à l'État de garantir cette mise en œuvre de cette protection. Alors, une femme... Je conseille ou j'encourage les femmes de ne pas avoir peur d'affronter la politique. C'est seulement avoir la notion de se discipliner, à répartir bien ses tâches. Moi, je pars au travail du matin jusqu'à 15 heures. La politique, souvent, se passe les après-midi. Et quand on nous appelle, je viens accepter et faire mon devoir de la politique. Et je sais comment dispatcher. Et la maison aussi m'attend. Avant de sortir, j'essaie d'arranger tout et de laisser les responsabilités à ma bonne. Et je sors, je pars au service, aux après-midi, s'il y a politique, je rentre, je fais la politique,
Et puis je rentre à la maison, je veille à voir est-ce que ce que j'avais laissé, on a fait ou bien on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait, j'essaie un peu de le faire. Donc c'est un peu ça. Ça demande seulement une discipline. Une discipline, et dans tout ça, le mari, il dit quoi? Les maris. Voilà. Il y a vraiment, moi je dis, il y a plusieurs types de maris. Il y a les maris qui encouragent leurs femmes de pratiquer la politique. Et moi je dis, c'est facile pour une femme qui a vraiment cette ambition-là, qui a vraiment la passion de faire la politique, telle que moi, et si son mari l'encourage. Vous voyez, j'ai beaucoup d'exemples à donner. Par exemple, les femmes que je connais dans les temps et qui sont jusqu'aujourd'hui dans la scène politique. Je donne l'exemple de notre chère maman, Bazaïba, que je salue en passant. La référence de tout le temps, en fait. Elle perd à son âme de son mari, oui. Mais c'est une femme vraiment courageuse qui pratique la politique avec du respect de soi-même. Vous voyez, il nous donne le goût de faire la politique. Il y a plusieurs femmes que nous voyons pratiquer la politique qui sont là. Et avec leurs maris les encouragent. Vous voyez. Seulement, je tiens à encourager aussi nos présidents de la politique, nos dirigeants de la politique, d'encourager vraiment la participation de la femme dans la chose publique. Là, je salue notre président de la République et coup de chapeau parce que il essaie vraiment de faire participer la femme dans la chose publique, dans les institutions. Vous voyez, nous avons quitté de 18% à 25%. Bientôt, là, nous allons atteindre 30% de femmes dans la chose, dans les institutions. Donc, ils encouragent les femmes. Alors, vraiment, un coup de chapeau à notre président et à nos autorités du parti aussi. Je les félicite parce qu'ils nous donnent vraiment l'accès de faire la politique et ils nous encouragent aussi. Voilà, ils vous encouragent. Merci, je voulais juste parler brièvement de ça. Je rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs, le débat au féminin ce soir, cet après-midi, reçoit Myriam Massengo, avocate au barreau du Congo central, mais également 7e vice-présidente à la Ligue de jeunes, à la Ligue des femmes de l'UDPS en charge de questions juridiques et administratives. Parlons maintenant de l'actualité. On a parlé de la femme, mais rapidement avant cette actualité marquée par le budget, connaître un peu le parcours de Madame Myriam Massengo. Parce que comme c'est qu'il y a eu quand même une polémique au niveau de la Ligue des femmes. On a dit oui, on a nommé des femmes qu'on ne connaissait pas. On a nommé des femmes qu'on n'a jamais vues militer. Il y a eu cette polémique. Moi, j'avais un peu suivi les dossiers. Parlez-nous un peu de votre parcours et aussi pourquoi avoir choisi l'UDPS pour faire la politique. Merci beaucoup, Madame Élisée Odia. En tout cas, dire qu'on a nommé des femmes qu'on ne connaisse pas, en tout cas, c'est vraiment faux et archi faux. Je ne pense pas que le CG et notre président AI peuvent vraiment commettre une telle erreur. Donc, la nomination notre décision a été bien tamisée, a été bien vraiment faite par nos autorités. D'ailleurs, ces femmes ne sont pas nommées directement par nos CG, elles sont proposées par les mêmes femmes de mêmes autorités de la Ligue des femmes. Ils ont donné les noms des femmes qu'ils connaissent. Moi, je vous dirais, moi, avant que je devienne, là, j'entre déjà dans mon parcours, je devienne vice-président en charge des questions juridiques et administratives. J'étais la sectionnaire de la section des MATT. Vous voyez, je ne suis pas nouvelle. J'ai embrassé la carrière politique depuis 2010. Je me suis embrassé à servir le parti. Oui, j'ai commencé d'abord à travailler dans le département des droits humains au niveau de la section et ensuite devenu sectionnaire. Voilà. J'ai démarré comme ça et puis j'ai commencé à servir mon parti et le CG m'a découvert, tout le monde m'a découvert. C'est à fortiori de bien chercher à promouvoir, à travailler comme il se doit et à montrer de quoi je suis capable. Et on m'a fait nommer au niveau national. Aujourd'hui, je suis national chargé à la Ligue des femmes, chargé des questions juridiques et administratives. Il y a eu beaucoup de partis en 2010. Pourquoi l'UDPS? Parce que vous avez dit, vous avez embrassé.
Vous faites de la politique depuis 2010? Oui, non, j'ai commencé à servir les partis depuis 2010, mais l'IDPS, j'ai commencé depuis la jeunesse, depuis l'âge de 16 ans. Mais à m'engager comme ça dans la politique, commencer à servir, c'est en 2010 que j'ai dit non. Maintenant, c'est l'heure de servir mon parti. Voilà, et c'était quand même important de reparler de ce parcours-là, parce que certains pensent que certaines nominations tombent comme un cheveu dans la soupe, et que ce sont des gens qu'on parachute. Non, là c'est faux, c'est pas vrai, parce que nous connaissons, il y a personne qui est là, qui sont parachutés, ou bien tels qui disent que les combattants de 100 jours, non. Ce sont des combattants vraiment qui ont... De 37 ans. Ouais, de 37 ans. On ne dit pas que toutes sont de 37 ans. Chacun a son année, son ancienneté. Mais études qui sont des combattantes bien connues dans les partis et qui ont servi aussi les partis dans leur façon. Merci beaucoup, Madame Myriam Massengou. On parle de l'actualité. Revenons à ce budget. 10 milliards de dollars. On dit que c'est bon. Est-ce que c'est pas seulement un chiffre pour plaire, pour que la population dise oui, on a quitté d'un budget, de 3 milliards. L'année dernière, c'était, je crois, 6 milliards. Maintenant, c'est pas un jeu de chiffres. Est-ce que la RDC est capable de mobiliser 10 milliards de dollars? Merci beaucoup, madame. Je tiens tout d'abord à féliciter le gouvernement Samalukonde d'augmenter ce budget de 4 milliards à 10 milliards. C'est vraiment une avancée significative. Et je vous confirme que ce n'est pas un budget imaginaire. Oui, le président de la République, en tout cas sans les flatter, il travaille d'arrache-pied. Il a les soucis de faire avancer les choses. Vous voyez, avec l'IGF, c'est facile d'arriver à ces montants-là. Et il n'a que 6 mois depuis qu'il a commencé à travailler, l'IGF. Si on donne l'IGF le temps encore de travailler, on va encore maximiser l'année qui commence ces budgets. Nous allons arriver à nos temps, ce que beaucoup de gens entendent, plus que même 10 milliards. Et ce budget, pour moi, c'est vraiment un budget vraiment sûr. Et on sait comment puiser cet argent-là pour son exécution. Alors, dire que ce sont des budgets imaginaires, non. Irréalistes, diront certains, parce que on est peut-être au niveau de l'exécution. On va parler des détails, mais on dit, l'année passée, par exemple, le taux d'exécution, c'était 41%. C'est bien beau, on a 10 milliards, mais... 41%. Oui, vous avez raison, parce que cette année, vous voyez, l'année passée, ce n'était pas facile pour notre gouvernement. Ce n'était pas facile parce que c'était vraiment un gouvernement avec Ilunga Kamba. Il y avait des coques à jambes avec notre président. Et on ne donnait pas à notre président vraiment la facilité d'arriver à atteindre ses objectifs. C'est possible parce que de dire qu'on a exécuté qu'à 41%, parce que il n'avait pas de volonté de faire avancer les choses. Il voulait que le président échoue dans ses projets. C'est pourquoi comme ils n'avaient pas de la volonté, c'est pourquoi ils n'ont pas pu réaliser ces budgets à 100%, bien à 80%, dirais-je. Alors moi, je dirais cette fois-ci, ce budget de 10 milliards sera exécuté dans son entièreté, parce qu'il y a la volonté. C'est un gouvernement, pas de Lukamba, mais de gouvernement de Samalukonde, et ce gouvernement est animé de bonne foi, des gens de bonne foi, pour amener le président à atteindre ses objectifs. Donc, c'est un peu ça. On va continuer à parler de ce budget, mais j'en profite pour déjà lancer Instant Femme. C'est cette nouvelle rubrique que vous suivrez dorénavant dans le cadre de votre émission Le Débat au féminin. On suit cet Instant Femme, ce condensé des différentes activités, une sorte de condensé des différentes activités menées par différentes femmes, organisations féminines tout au long de la semaine. On a essayé de répertorier. Ensuite, cela, il a été question de ce prix qu'a reçu la sénatrice Francine Muyumba, mais également du budget, du débat général autour du budget 2022. On suit l'Instant Femme et on revient ici pour discuter de ce budget.
Francine Muyumba, récompensée pour son travail abattu au sein de la jeunesse africaine. Le 15 novembre dernier, l'actuelle sénatrice et présidente de la Commission Relations extérieures du Sénat congolais s'est vue octroyer le prix de leadership lors du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse à Niamey, au Niger. Occasion pour Francine Muyumba Kanga d'inviter les jeunes Africains à continuer d'œuvrer dans l'intérêt du continent et de ne pas se laisser intimider. Nous vous demandons de continuer et de ne pas avoir peur, de continuer, parce que c'est ça la jeunesse africaine. Il ne faut pas vous laisser intimider. Défendez les intérêts de la jeunesse et les intérêts des jeunes dont vous représentez. Vous ne représentez pas vos intérêts individuels, mais vous représentez la jeunesse. Il ne faut pas sacrifier la jeunesse. Le 15 novembre, à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, le gouvernement Sama Lukonde présentait son budget 45 jours après son dépôt. Mais pour la députée nationale Christelle Vuanga, la quote-part allouée aux secteurs sociaux de base est insignifiante, ce avant de dénoncer le fait que les agences et services rattachés à la présidence soient gracieusement servis, mais que la Cour de compte soit laissée pour compte. Lors du débat sur le budget, l'élu de la FUNA s'est également insurgé sur la non prise en compte par le gouvernement de fonds de réparation des victimes. Il y a quelque part dans notre pays des Congolais qui ont subi des violations graves de droits humains et ils ont besoin de leurs indemnités. Nous avons besoin de réparation des victimes de Kamwena Fakou, au Kassai, de Boudoudia Congo au Congo central, des Ignéliens en Équateur, les victimes de Kisangani, les victimes de Bakatakatanga, ainsi que les victimes, les nombreuses victimes du Grand Kivu. Et j'espère que notre commission de l'ECOFIN va nous aider à réparer ces injustices. Pour rappel, le budget exercice 2022 est estimé à 10 milliards de dollars américains. Madame Myriam Massengo, pas Myriam Boketchou, qui prendra le relais à 20h pour Top 7. Myriam Massengo de l'UDPS est notre invitée. Vous avez suivi la députée nationale élue de la FUNA, Christelle Vuanga. Elle a dit, le gouvernement, c'est bien beau, 10 milliards de dollars, mais les besoins sociaux de base, la quote-part allouée quasi insignifiante. Est-ce qu'on peut s'attendre à un développement du pays quand on alloue si peu aux secteurs sociaux de base? Oui, elle a raison d'évoquer cela, mais je vais vraiment apaiser toute la population parce que l'encre coule là-dessus à propos des répartitions de ces budgets. Les gens disent que c'est mal réparti, tout ça, on donne l'importance aux institutions qu'aux besoins de la base tels que vous venez de l'évoquer. Mais moi, je dis que le budget est modifiable. On peut modifier les budgets. On peut modifier les budgets en cours de son exécution. Donc, dans les budgets annexes, on peut aussi. Ça, on lance la balle aux députés, à nos députés, nos élus. Vous voyez? Donc, qu'ils ne soient pas... qu'ils ne se dérangent pas, qu'ils ne se tracassent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire à main ou accepter tel que. C'est modifiable. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. On modifie toujours les budgets par les budgets annexes. Excusez-moi, les tautologies. Il y a le point qui peut nous amener à modifier les budgets. Premièrement, on peut modifier un budget quand il y a l'évolution imprévue de la conjoncture économique. Tel qu'on évoque là, que sur le plan social, on n'a pas mis quelque chose de bon là-bas. Là, on peut modifier. Toujours les députés, là je lance la balle au camp des députés. On peut aussi modifier un budget quand il y a un événement soudain. Par exemple, la guerre, la calamité publique. Et enfin, on peut modifier un budget quand il y a nécessité de combler les lacunes plutôt. Donc, moi, je demande à la population d'être apaisée. C'est un budget qu'on est venu déposer au niveau de l'Assemblée. L'Assemblée est là pour ça.
Ils sont capables de modifier par les budgets annexes pour combler les vides là. Mais on se dit, ce gouvernement, je disais dans mon introduction, le président n'a cessé de dire il faut la revanche du sol sur le sous-sol. Mais pourquoi ne réserver qu'une partie, je crois selon mes informations, et je le dis, l'agriculture et l'élevage, par exemple, c'est 4,2% de quote-part. En tout cas, au gouvernement, on savait que c'était la priorité. Pourquoi ne pas avoir réservé déjà une grande partie avant ? Au lieu de renvoyer la balle comme ça auprès de députés, même s'ils sont les... Et aussi, il faut comprendre que ces budgets est élaboré par... C'est le ministre de la Finance qui est en charge donc d'élaborer ces budgets par rapport aux... Finances, budget... selon les différents ministères, quoi. Alors, moi, je ne sais pas, je n'étais pas là quand ça se faisait. Est-il qu'on peut se demander des questions pour savoir est-ce que ces ministères avaient vraiment envoyé leurs besoins auprès du ministère de Finances pour qu'on puisse prendre ça en compte. Là, on se laisse comme ça pour se demander. Est-il que ce sont des budgets qu'on a votés et ça ne doit pas rester comme ça tel que. Parce qu'il y a besoin, je donne un exemple. Sur le plan de point de vue armé, hein, les gens déplorent qu'on a vraiment... C'est un peu plus de 33%. 3%. Là, il y a nécessité. Il y a nécessité de créer un budget annexe pour augmenter, pour arriver à remplir, comment dirais-je, arriver à donner, hein, à donner à nos militaires, à notre armée, vraiment les moyens pour terminer la guerre. Donc, on serait obligé, donc le gouvernement est obligé, le Parlement est obligé de voter une autre budget annexe pour remplir un peu pour servir un peu les militaires à ce qui concerne la guerre. Donc, c'est un peu ça. On va rester un peu, parce que bientôt on va parler justement de la guerre, mais il y a la problématique de dépassement budgétaire. Et quand on parle de dépassement budgétaire ces derniers temps, on voit plus la présidence, des nombreux voyages du président qui, pour certains, est à la base du dépassement de budget alloué ou de la quote-part allouée à la présidence. Quelle est votre analyse sur ça ? Le président doit un peu calmer ses voyages pour limiter le dépassement budgétaire au niveau de la présidence ? Moi, je crois non. Les voyages des présidents, ils ne partent pas faire les loisirs. Ils voyagent à l'intérêt de la nation. Et puis ces voyages ne sont pas... nous dit, ce voyage n'est pas provoqué par lui-même, ce sont des invitations. Il est invité. Est-ce qu'il est obligé de répondre à toutes les invitations ? Pour défendre son pays. Il est à signaler aussi que le président n'est pas seulement notre président de la République, qui joue aussi le rôle du président de l'Union africaine. Et aussi, il a des tâches aussi pour la SADC. Alors quand il voyage, ne croyez pas seulement que c'est pour aller et faire des tours inutiles à l'Europe. Na évité le président à moi na poto, à mesa na poto bandakala, à kola na poto. Et surtout qui ça a été, excusez-moi d'entrer en lingala, pour dire aux autres qui pensent que le président voyage pour aller faire les loisirs. Les présidents voyagent pour... Nous, les Congolais, par exemple, je ne sais pas, on donne même les chiffres. 117, hein, 105, 117. Voilà, on donne les chiffres et les montants même. En tout cas, les Congolais sont très forts. Hein, ils donnent même les montants dépensés de ces voyages. Mais quand ils voyagent, ils ramènent... Rien. Non, Madame Élisée, là, je vous dis que vous faites un peu semblant de connaître ce que le président apporte dans ses voyages. Depuis que le président a commencé à voyager, j'ignore le montant qu'il a amené, nous a amené beaucoup d'argent. Par exemple, dernièrement, les voyages qu'il a voyagé au Dubaï, là-bas, à l'Émirat. Il nous a envoyé de l'argent. On a doté notre pays des renforcements des matériels pour la guerre, des équipements de la guerre. Et puis, l'argent aussi, il a amené. Et son voyage récent ici, il nous a amené 500 millions. Pourquoi les Congolais sont ingrats? Non, l'Afrique du Sud, c'est 8 milliards. Hein? C'est ça, on compare. L'Afrique du Sud, c'est quand même 8 milliards. Nous, c'est 500 millions. Non, la comparaison n'est pas la raison. On ne peut pas comparer notre pays. Cela dépend des projets que l'Afrique du Sud a amenés. Nous, on a amené notre projet qui équivalait plutôt à 500 millions. Et le président nous a rapporté. Comment vous critiquez le président pour avoir voyagé, nous ramener 500 millions?
Moi, je pense que ça, c'est injuste. C'est injuste de notre part, de nous les Congolais. Donc, on doit continuer à supporter le dépassement au niveau de la présidence. Non, Madame Élysée, en tout cas, appelez les champs par son nom. Les présidents ne voyagent, là je l'ai dit au départ, les présidents ne voyagent pas pour son intérêt personnel. Ils voyagent pour l'intérêt de la nation. Je vous ai signalé ici qu'il n'est pas seulement le président de la RDC, il est aussi le président de l'Union africaine. Il a aussi des charges au niveau de la SADC. Alors, quand il voyage, ne voyez pas seulement que même si c'est pour le Congo, mais il nous rapporte de l'aide, de là où il part. Il part, voyage pas pour rien. Voilà, le président ne voyage pas pour rien. Vous parliez tout à l'heure de l'armée, de la défense. Très rapidement, on parle de l'état de siège. Non. Les députés du Nord Kivu et de l'Ituri n'en veulent plus. Ça marche pas, l'état de siège. Ils l'ont dit au président, je crois, le mercredi dernier, que oui, il faut changer des stratégies, l'état de siège ne marche pas. Comment jugez-vous, analysez-vous l'attitude de députés de Nord Kivu et de l'Ituri? En tout cas, Madame Élysée, ça me fait rire et ça me donne vraiment de la tristesse de voir les députés autochtones de l'Est refuser l'état de siège. Pour quelle fin? Faisons un peu de l'évaluation. Depuis que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui. Oui, la guerre a commencé, ça fait près de 2 décennies. 2 décennies. Même et c'est 3 là, d'ailleurs. 2 décennies. Et on a perdu près de 6 millions de pertes de vies humaines dans cette guerre. Et pendant ce temps, ces mêmes députés existaient à l'époque. Parce que la guerre n'a pas commencé à l'époque de notre président Félix Tshisekedi. La guerre a commencé depuis Mouzé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait près de 30 ans. Oui. Maintenant, cette guerre, pendant que cette guerre-là, à l'époque, il y avait des massacres, des tueries, vous voyez, des violences des femmes à outrance. Là, ces députés-là ne se prononçaient pas. Ces députés-là ne se levaient pas pour dire non à la guerre. Vous voyez. Mais aujourd'hui, ils se lèvent pour dire non à la guerre, à l'état de siège. Nous ne voulons pas de l'état de siège. Et pourtant, l'état de siège a diminué le nombre de tueries, le nombre de Des massacres. de violences et des massacres. Aujourd'hui, je peux vous citer, depuis l'histoire de la guerre a commencé à l'RDC, on n'a jamais arrêté des chefs des chefs de rebelles de guerre. Tels qu'aujourd'hui, on nous donne les résultats des 729 membres des groupes d'armées arrêtés. Dis-moi, pendant les périodes où la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'état, avant même Félix, on a déclaré déjà arrêté 729 membres du groupe d'armées. Non. Non, madame, soyons justes. Il y a, dans les 727, il y a 342 membres des Codeco qu'on a arrêtés et c'est vérifiable. Il y a 58 membres des ADF et alliés qu'on a arrêtés dans l'état de siège toujours où ils veulent s'opposer. On a arrêté 13 membres des FPI. Tout ça sont des seigneurs de guerre, des petits groupements de guerre qui viennent troubler l'ordre à l'Est. On a arrêté 64 membres des FPIC et 226 membres. Voilà. J'ai dit, madame, ces députés de l'Est, sans se cacher, sans se voiler la face, ils ont les intérêts dans cette guerre. Vous voyez, la plupart d'entre eux, ils ont les carrières miniers dans l'Est là-bas. Et ils collaborent avec les étrangers qui exploitent nos minéraux de la manière illicite, illégale. Donc c'est pour protéger leurs intérêts qu'ils demandent. L'état de siège a mis fin à leur business, vous pensez? Ça me fait pitié que vos frères, vos sœurs propres, vous enrichissez au détriment de vos frères. Et vous amassez de la richesse au nom du sang de vos frères. Ça, nous disons non. L'état de siège va continuer. Nous félicitons le président de la République pour l'effort abattu. Il se démène de gauche à droite pour finir cette guerre. Et cette guerre finira. Et nous allons avancer. Nous connaissons déjà, nous avons enquêté, nous connaissons déjà leurs manœuvres qu'ils font
pour que l'état des sièges s'arrête, pour continuer à faire tuer leurs propres frères. Alors nous allons pas reculer, nous encourageons le président à aller de l'avance avec l'état des sièges jusqu'à terminer cette guerre. Et le président est déterminé. Vrai, le président est déterminé. On va très bientôt terminer cette émission. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous recevons Madame Myriam Massengo, avocate au barreau du Congo central, mais également vice-présidente en charge de questions juridiques et administratives au sein de la Ligue de femmes de l'UDPS. On va parler du bloc patriotique. L'UDPS est aujourd'hui au pouvoir. Les autres sont dans l'opposition. Il y a cette alliance, par exemple, très rapidement, entre une partie de la Mouka, le FCC, qui est avec vous. Comment vous jugez ça au niveau de l'UDPS? Ça, c'est drôle, madame. Ça, c'est drôle. J'ai dit ceci. Pourquoi vous laissez à côté les confédérés représentants des confessions? Bon, je commençais d'abord par... ensemble, non? Mais je commençais d'abord par l'alliance, d'abord la Mouka et FCC. Et FCC, d'accord. Je vais m'expliquer. L'alliance entre la Mouka et FCC, qu'on ne se voile pas de la face. Ça a commencé il y a longtemps. Vous savez, avant l'alliance entre UDPS et FCC? Non, l'alliance entre la Mouka et FCC, ça a commencé il y a longtemps, mais ça n'était pas encore révélé. Vous voyez, quand Félix avait fait l'alliance avec FCC et Cash, il y avait déjà des pourparlers avec la Mouka et la Kabylie, mais c'était masqué. Aujourd'hui, il se dévoile, parce que l'heure est arrivée. Parce que, ne voyez pas ce qui s'est passé là-bas à la manifestation. Hein. Mouzoutou et Fayoulou se sont réservés de sortir parce qu'ils savaient que s'ils osaient de sortir avec les FCC, ils allaient abîmer leur carrière politique parce que nous savons, nous tous, que ces pays-ci, c'est dans les dérives aujourd'hui, si ces pays n'arrivent pas vraiment à être développés si rapidement parce que l'FCC est l'auteur. Mais le FCC n'a pas abîmé la carrière politique de l'UDPS, hein? Vous étiez en coalition, donc pourquoi ça allait abîmer la carrière? Non, si nous étions en coalition, si nous sommes disloqués, nous nous sommes séparés avec eux parce qu'on voyait qu'on n'avançait pas. Ils ne voulaient pas que nous puissions avancer dans la chose, ils voulaient nous faire reculer pour dire que, parce qu'ils avaient peur que si aujourd'hui Félix réussit, on va les juger par rapport à l'ère passée. Vous voyez? Alors moi j'ai dit, la coalition des FCC et la Mouka, c'est déjà quelque chose qui avait commencé bien avant et maintenant ça se dévoile. Moi je m'étonne, la personne comme Fayoulou, on a été avec lui à l'opposition, on a milité longtemps, il était notre allié à l'opposition. Pendant le temps où on était dans la rue, on était avec Fayoulou contre la Kabylie, contre la gestion de la Kabylie. Aujourd'hui, Fayoulou tourne le dos au pouvoir, à ses frères qui sont des mêmes obédiences, des mêmes pensées pour aller se rallier. Mais il n'a fait que suivre vos pas, vous étiez le premier à le lâcher. Parce que c'est l'UDPS qui en premier s'est associé avec, entre guillemets, Fayoulou. Voilà, parce que vous étiez le premier à faire Fayoulou, la coalition avec la Kabylie, entre guillemets. Non, voyez, le pouvoir, nous, on a été vraiment préparés pour avoir le pouvoir à tout prix. Vous vous souvenez, quand Fayoulou disait que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter, nous avons dit avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Parce qu'on avait déjà la vision, nous voulons... Vous voyez, tous les coups est permis quand on veut atteindre l'objectif. Hein. Donc même s'associer avec les gestionnaires. Pour sauver la nation, on peut s'associer avec ceux-là. Et après les détourner. Vous voyez, nous les avons maintenant détournés. Maintenant, on est celle dans les pouvoirs, en train maintenant de donner les lois et de surtout d'instaurer l'état de droit. Ah non, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même la FDC, il y a aussi une partie du FCC. La FDC est maintenant dans notre vision. Il est maintenant dans notre vision. Mais ceux qui étaient les contre avec les FCC ne voulaient pas s'intégrer à la vision du chef de l'État. Par contre, ils voulaient intercaler, empêcher que le chef de l'État d'atteindre sa vision. Oui. Très rapidement, on dit cette alliance, la Mouka, FCC, CLC et les protestants, ils veulent pas de Kadima. On fait quoi? Ou le pouvoir fait quoi pour avoir un processus électoral apaisé? L'alliance FCC, la Mouka et
les deux représentants des confessions religieuses. Pourquoi vous les oubliez? Bah, j'ai cité CLC quand même. Les protestants et les catholiques. Oui. Donc, ils sont ensemble. Oui. Là, ils ne veulent pas de Kadima. Je ne sais pas pourquoi. Or, c'est un allié de l'UDPS. Qui est allié de l'UDPS? Kadima, c'est ce qu'ils disent. Non. Il n'est pas allié de l'UDPS. Parce que pour sa tribu, peut-être, vous voyez, ça ne tient même pas debout. Les Kadima n'est pas notre allié. Kadima vient de l'église kimbanguiste. Il est venu de l'église kimbanguiste. Alors, dire qu'il est notre allié pour la simple raison qu'il est Louba, là, ce n'est pas avancer les débats. La procédure, le choix de Kadima a suivi la procédure normale. La procédure normale par les textes. Voilà. La loi organique de la CENI, ils ont suivi, c'est un soubassement qui a fait sortir Kadima. Vous voyez, les deux confessions religieuses, les représentants, ça n'engage même pas l'église protestante en entièreté ou catholique, ce sont les deux personnes qui troublent un peu, qui s'opposent au choix de Kadima, parce qu'ils ont une appartenance politique. Vous voyez, ils ont une appartenance politique. Vous vous souvenez à Bécholet, lors de ces assises, il a même osé de fermer, d'éteindre l'ampoule pour faire sortir les autres dans la salle. Vous voyez, parce qu'il distribuait même les papiers pour dire que si on n'arrive pas à répondre aux attentes de ceux qui étaient dehors, des partisans des Lamouk qui étaient dehors, on risque de ne pas sortir dans la salle. Vous voyez, moi je me dis, les choix de Kadima, c'est la mauvaise foi dans leur chef. Et ces choix a suivi la procédure normale, la loi organique de la CENI, et jusqu'à la fin, les deux confessions religieuses, donc catholiques et protestants, n'ont jamais dit que le choix de Kadima n'a pas suivi les normes. Vous voyez, ce n'est qu'après. On fait quoi? Les autres, ils veulent pas de Kadima. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, on peut avoir des bonnes élections quand une partie prenante n'est pas satisfait de celui qui peut jouer à l'arbitre? Je sais pas. On fait quoi maintenant? Moi, je vous dirais qu'il y aura de bonnes élections. Et ces élections seraient transparentes, démocratiques et apaisées. Je vous rassure. Avec Kadima. Avec Kadima. Parce que là, l'histoire est têtue. Hein? Vous savez, on a connu trois élections depuis qu'on a commencé l'histoire de la CENI. Première élection en 2006, avec Apollinaire Malumal. Nous, on était à l'opposition, ça chauffait là. On a refusé de participer. Mais il y avait des élections quand même. Les champs à bois, la caravane passe. Ah, vous avez appris la leçon. Il y avait des élections. Et ces élections, et le président, l'ancien président a brigué 5 mandats. Et nous, on n'avait pas participé. 5 ans. 5 ans, excusez-moi. Et deuxième élection, c'est en 2011, où il y avait l'IDPC impliqué, mais malheureusement, il y a eu la tricherie et notre président n'était pas voté. IDPS à lobby, notre président nous a dit que là, la Pungia va bébé. Et Kabila a continué son pouvoir. Sans problème. On n'a pas créé des troubles là. Non, il y avait des marches. Il a dit, allez me le prendre, ligotez-le, on connaît quand même. Vous voyez, à la fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. À la fin, notre président a dit, allez dormir. Pour là, la Pungia va bébé. Et les élections aussi. De 2018. Les troisièmes élections, il y a eu Fayoulou qui a dit, enfin, que de voter avec la machine à voter. Mais enfin, après 2 semaines avant la tenue des élections, il a emboîté les pas pour nous suivre. Pour vous dire qu'il y aura des élections, ça va se passer en bonne et due forme et on va respecter les normes possibles. Nous demandons à nos amis opposants, à nos adversaires politiques de se préparer déjà. Ils sont dans la distraction pendant que nous nous préparons pour aller aux élections en 2023. Qu'ils se préparent. C'est la seule voie pour eux de manifester. Au lieu de chercher, oh non, il faut la réforme de la CENI, il faut ceci, machin. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre invitation. Moi, j'étais très heureuse de vous recevoir, en tout cas. Je crois que prochainement,
Comme on l'a dit, il y aura des face-à-face. Vous allez échanger n'a pas entre traîné. femmes. Ça passe vite. Ouais, on ne le sent pas, mais ça, juste un mot de la fin à toutes les femmes, à tous ceux qui vous ont suivis, aux auditeurs, aux téléspectateurs de Top Congo. En tout cas, les mots de la fin, je m'adresse plus à nos frères compatriotes opposants de la MOUCA et de l'FCC. Vous voyez, la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Maintenant, l'autorité qui est reconnue, c'est l'autorité de notre président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Qu'on lui laisse travailler. Mais pas laisser Kabila travailler. Qu'on lui laisse travailler pour voir comment les sanctionner à la fin, quand il y aura les élections. Qu'on lui laisse travailler au lieu de lui mettre des coques à jambes, au lieu de commencer à aller n'importe où, faire n'importe quoi, pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Et aux femmes, j'encourage les femmes de s'impliquer dans la politique. Dieu nous a donné vraiment naturellement la charge de gérer nos foyers. Et dans les foyers, nous gérons les enfants et nos maris. Et si vraiment nous nous impliquons dans la politique, nous allons faire mieux. Nous allons vraiment changer les choses. Qu'ils n'aient pas peur d'affronter la politique. Seulement qu'elles se disciplinent à faire la part des choses, à dispatcher leur temps, à répartir leur temps pour arriver vraiment à remplir leurs tâches quotidiennes. Et je vous remercie aussi, en tout cas, pour m'avoir invité, et je salue les Top Congo. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Myriam Massengo, d'avoir été l'invitée de cette émission, le débat au féminin. C'est tous les samedis, ça se passe entre femmes, ça n'a rien de sexiste. Je remercie vous tous qui nous avez suivis ici et ailleurs. Remerciements à toute l'équipe technique, pilotée par Miguel Mena, et là je vois Dani Zayobi, Patrick Mungongo, toute l'équipe de samedi. On se dit à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, le samedi c'est vraiment la journée des femmes. Le soir, vous retrouvez Myriam Bokecho dans Top 7. Les femmes dites sur Top Congo, c'est les femmes qui tiennent, qui sont dans l'arène. Donc, on se dit merci. À très, très bientôt et à samedi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Le Débat au féminin, et certainement avec une autre invitée. À très bientôt. Budget 2022. Avec 10 milliards de dollars, possible de penser désormais développement de la RDC. État de siège, comment analyser l'attitude des députés nationaux du Nord Kivu et des Littori qui demandent la fin de ce régime d'exception. Manifestation du bloc patriotique, que doit faire le pouvoir pour recréer le consensus. Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Myriam Massengo, vice-présidente de la Ligue de femmes de l'UDPE. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.